bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, voici les titres de ce 13h. À la une, ce lundi, l'actualité politique africaine avec le peuple burkinabé qui était aux urnes dimanche pour un double scrutin. Eh bien, l'élection présidentielle et l'élection législative. Le jour du vote, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité ont sillonné quelques bureaux de vote pour constater les conditions d'ouverture et le démarrage effectif des opérations. Et puis au Bénin, plus d'une dizaine de millions de francs CFA qui sont allés aux propriétaires terriens en guise de reconnaissance pour leurs contributions au développement du pays. C'est la deuxième vague d'indemnisation des propriétaires terriens dont les domaines sont engloutis dans le vaste projet touristique de Ouida dénommé Complexe touristique, la Marina. Vous aurez aussi les détails dans ce 13h. Et puis, dans ce journal, on parlera également de l'annonce de cette formation de 200 jeunes et hommes et femmes, j'allais dire, dans le domaine de l'énergie solaire. Les bénéficiaires sont sélectionnés dans les départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. À la fin de leur formation, ils recevront des kits de maintenance afin de démarrer leur insertion professionnelle. Le projet est dénommé Chines. Il est entièrement financé par Mika Fondation et sera exécuté en partenariat avec l'ONG BEWA. Voilà pour les titres. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je vous le disais, au Burkina Faso, avec le double scrutin et l'élection présidentielle et législative, comme vous pouvez le voir à travers ces images, dans ce pays, pour élire le nouveau président de la République et les 27 députés devant siéger au Parlement. Après la journée du vote, le dépouillement a démarré dimanche à 16h, heure locale. Les urnes ont été vidées de leur contenu et les différents bureaux de vote par les agents électoraux devant les représentants des candidats en lice. C'est une phase très importante dans le processus électoral pour ce double scrutin. Une phase également suivie par les observateurs électoraux déployés par la CEDEAO. Voici les appréciations de Cabinet Komara. Il est au micro de Idriss Boukari et Elvis Tonokoin. Nous sommes extrêmement soulagés d'avoir participé vraiment à cette opération de dépouillement dans ce bureau de vote, dans ce centre où toutes les opérations sont déroulées de manière pacifique. Les délégués, les chefs les participants nous ont dit qu'il n'y a eu aucune difficulté. Mieux, le dépouillement s'est passé en public, comme il est recommandé. Toutes les étapes ont été respectées. Nous avons constaté en moyenne que le taux de participation varie entre 30 et 40%. Alors nous espérons que ça va continuer comme ça. La bonne nouvelle que nous avons aussi, c'est que nous n'avons eu aucune indication qu'il y a eu quelque chose de négatif, d'attaque, de perturbation sur l'ensemble du territoire national jusqu'à présent. Et nous osons espérer vraiment que les dispositions sécuritaires qui ont été prises ont bien fonctionné et que le peuple burkinabé, en tout cas ceux des électeurs qui se sont mobilisés, ont pu exercer leurs droits, leurs devoirs, vraiment sans rencontrer aucune difficulté. Donc au nom de la CEDEAO, nous voudrons déjà pour cette première étape exprimer notre soulagement, remercier les acteurs électoraux, les agents de sécurité et appeler tout un chacun à continuer le dépouillement jusqu'à ce que tout soit fait dans les règles de l'art et que par la suite les différents acteurs suivent les dispositions du pacte de bonne conduite qu'ils ont signé. En tout cas, ce sera le Burkina qui aura gagné. Et toujours en parlant de ce scrutin du Burkina Faso, 13 candidats sont en lice, dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession. À Ouagadougou, capitale burkinabé, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires et politiques ont sillonné, je vous le disais en titre, quelques bureaux de vote pour constater les conditions d'ouverture et le démarrage des opérations de vote. Idriss Boukari et Elvis Tonokoin.
Plus de 6 millions d'électeurs appelés à départager 13 candidats au fauteuil présidentiel. C'est ce dimanche 22 novembre que le peuple burkinabé est invité à faire 2 exercices démocratiques. Le premier tour de l'élection présidentielle avec la participation du président sortant, candidat à sa propre succession pour un second mandat, couplé avec les élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale. Dans la capitale Ouagadougou, c'est à 6 h heure locale que les opérations ont démarré avec une forte participation des électeurs. 2 urnes et 2 isoloirs que le votant est appelé à visiter pour accomplir son devoir civique. On lui donne une fiche, il va, il vote, il met sa main dans l'encre, il pose sur la case du parti qu'il veut voter et il plie comme on lui a montré et il revient mettre dans la boîte. Et après, c'est le même processus avec la législative. J'étais très fier, j'étais dans la joie parce que j'étais un citoyen et en tant que citoyen, quand même, je dois m'engager vraiment à soutenir et être vraiment voté pour pouvoir donner l'exemple à d'autres personnes. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi et je prie que Dieu tende sa main et que tout se passe bien. Le principal enjeu de ces élections reste la sécurité. Le Burkina Faso est en proie à des attaques djihadistes et des conflits intercommunautaires depuis quelques années. Lors de la campagne, tous les candidats ont inscrit comme priorité la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la paix et la sécurité dans le pays. Un double scrutin suivi par la commission de la CEDEAO qui a déployé 80 observateurs au Burkina Faso. Ils ont pour mission de suivre le déroulement du vote pour s'assurer de sa transparence. Ce dimanche, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité sont descendus sur le terrain pour le constat. L'ambiance qui prévaut dans les bureaux de vote parcourus à Ouagadougou a rassuré les émissaires de la commission de la CEDEAO qui ont pu constater le bon déroulement du vote. Nous avons remarqué que tous les bureaux ont ouvert à l'heure. Les matériels sont en place. Et dans le premier bureau déjà, le premier votant a voté à 6 h 1 minute. Dans le deuxième, 5 minutes après. Ici, on nous a dit c'est 30 minutes après. Nous avons vu que dans certains bureaux, il y a plus de présents des partis que dans d'autres. Mais dans aucun d'eux, il y a une absence de représentants de partis politiques, ce qui est déjà très bien. Et notre crainte aussi était qu'il y ait trop d'électeurs par bureau, mais nous avons vu que la moyenne varie de 500 à 250. Donc ce qui laisse supposer que d'ici la fin de la journée, vraiment les opérations pourraient être closes, en tout cas dans ces bureaux-là. Des électeurs, c'est de vite sortir parce que le soleil se lève tôt sur le Burkina. C'est une très bonne chose. Qu'ils aillent voter dans la paix. Aux candidats de suivre leurs électeurs dans leur comportement civique et d'éviter des autoproclamations. Des autoproclamations parce que c'est au dépouillement qu'on sait qui a tel nombre de voix, qui n'en a pas. Et tant que le dépouillement n'est pas terminé, tant que la compilation est en cours, il vaut mieux éviter de faire des autoproclamations. Comme en 2015, le Burkina Faso est appelé à relever une fois encore le défi. Prouver à la face du monde sa maturité démocratique et sa détermination à amorcer véritablement son développement. Retour au pays, Christelle Wundanungbo, honorée par le Grand Prix international de l'économie sociale, solidaire et innovante connu sous l'appellation Success Story et Award. Eh bien, pour l'édition 2020, la directrice de l'administration du parti Union Progressiste a remporté le prix de la meilleure femme d'impact d'exception en politique. Prix est reçu au cours d'une cérémonie organisée vendredi à Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Narcisse Alossé. Femme d'impact et d'exception, secteur politique de l'année. Christelle Wundanungbo. Devant une assistance composée d'hommes et de femmes d'obédiences diverses, Christelle Wundanungbo touche le Graal.
Le prix de la meilleure femme d'impact et d'exception en politique, à elle attribué par Success Stories Award dans son édition 2020. Merci à ma famille qui a toujours été à mes côtés. À tout moment, je voudrais aussi dire merci à une seconde famille que j'ai. Je voudrais dire merci à la famille Alioza, Gilles Alioza, mon compagnon de tous les jours. Je voudrais te dire merci. Mais surtout, je voudrais dire merci à tous mes camarades politiques de ces 15 dernières années. Et plus spécifiquement, je voudrais dire toute ma gratitude à mes camarades de ces 2 dernières années. Merci pour la confiance, merci pour l'accompagnement. C'est à vous de dire au président de l'Union progressiste, au bureau politique de l'Union progressiste, à la direction exécutive nationale, à tous les militants et militantes de l'Union progressiste, que je leur dis ma gratitude pour la confiance placée à ma modeste personne. Cette distinction est attribuée suite à une étude d'impact basée sur le sondage dans la société et le travail a été fait sur une trentaine de nominés. Celle qui occupe actuellement le poste de directrice de l'administration du Parti Union progressiste voit ainsi couronner de succès ses nombreuses actions faites sur les plans politiques et social. Des actions qui lui ont valu de très bonnes notes de la part du jury. Je voudrais avoir une pensée pour toutes ces femmes qui ont été à la tâche, pour la femme béninoise, pour la femme africaine et pour la femme du monde. La femme béninoise engagée en politique, la femme béninoise engagée dans le secteur de la santé, la femme béninoise engagée dans le secteur de l'économie, dans le secteur agricole, dans le secteur du sport, de la culture, de l'éducation et j'en passe. J'ai accepté cette distinction pour rendre hommage à la femme au travail, la femme engagée à la tâche accomplie jusqu'au bout. Cerise sur le gâteau, la lauréate a été désignée comme marraine de l'édition à venir pour ce Grand Prix international de l'économie sociale, solidaire et innovante. Un prix qui chaque année met en lumière le palmarès de la femme noire, femme de pouvoir, référence d'une génération de combattants. Avec toutes les femmes autour d'elle. Les communes de Waké et de Basila ont reçu le préfet du département de la Donga. La descente de l'autorité préfectorale dans ces 2 villes s'inscrit dans le cadre de sa tournée statutaire au titre de l'année 2020, accompagnée d'une forte délégation de la conférence administrative départementale. Eliassou Biao Aïne est allé échanger avec les conseils communaux et les membres des organisations de la société civile. Eh bien, les échanges portent sur des sujets de développement. Abdou Sabi et Yaya. C'est par la commune de Waké que le préfet de la Donga a décidé d'entamer sa tournée statutaire dans les 4 communes placées sous sa tutelle. Entouré des membres de la conférence administrative départementale, Eliassou Biao Aïne est ici pour réévaluer les activités communales au titre de l'exercice 2020 et ce conformément à l'article du décret 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l'administration départementale. La tournée du préfet est une occasion foraine de discuter des sujets importants de la commune, oui, du département. Les échanges de ce jour mettront l'accent sur la protection de l'arbre à karité et l'interdiction de l'utilisation des sachets non biodégradables. Le choix de ces 2 thèmes au cours de sa tournée statutaire se justifie par certaines actions humaines qui menacent l'écosystème, mettant ainsi en danger la vie des populations. La biosphère est sérieusement menacée par nos activités de tous les jours et nous ne devons pas rester inactifs. Vous n'êtes pas sans savoir que le karité est un arbre producteur de richesse. Un tour aux alentours de nos maisons donnera raison quant au tas d'immondices constitués de sachets non biodégradables. En plus de ces 2 thématiques amplement discutées, d'autres sujets d'intérêt collectif ont été abordés au cours de cette rencontre. Une rencontre qui a permis au maire de formuler quelques doléances pour le rayonnement de sa commune. Il s'agit essentiellement de la construction du marché de Kassouala dont les études de faisabilité sont presque bouclées, de l'asphaltage de certaines rues, notamment la rue de l'Unité.
Au deuxième jour de sa tournée, c'est la commune de Basila qui l'accueille. Ici, tout comme à l'étape précédente, les débats ont essentiellement tourné autour de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et l'abattage abusif des arbres à karité. Il faut le rappeler, ces thèmes sont d'une très grande importance et la commune de Basila se reconnaît dans la pertinence des effets recherchés par la préfecture en instaurant ou en proposant ces thèmes à débat. À travers ces deux thèmes, le préfet procède ainsi à une sensibilisation plus accrue pour la protection de la biosphère. Le tableau n'est pas reluisant dans le département de la Donga et la séance de ce jour se veut une occasion de sensibilisation plus accrue pour une prise de conscience collective afin d'éviter les revers de nos activités économiques. À Waké, tout comme à Basila, le préfet a pu passer en revue les réformes politiques et institutionnelles du gouvernement, ainsi que ses réalisations pour révéler le Bénin. Vive le Bénin émergent. Et dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en protection civile, l'Agence nationale de protection civile, en liaison avec l'école de maintien de paix Alioune Beye, a organisé une formation au profit des acteurs de la chaîne de protection civile au Bénin. Eh bien, les travaux ont duré 2 jours et ont pris fin vendredi à Cotonou. Wahab Alikbara. L'Agence nationale de protection civile fait de la prévention des catastrophes son cheval de bataille. Les responsables de l'ANPC sont partis de l'idéal selon lequel il est préférable de prévenir que de guérir. Une formation sur 2 semaines des acteurs a donc été envisagée et s'achève aujourd'hui sur une note de satisfaction. Cette formation de qualité nous a davantage outillés pour apporter des solutions concrètes et durables aux problèmes de catastrophes en Afrique et au Bénin dans la perspective d'un avenir meilleur. À travers ce stage et au-delà de nos carrières, ce sont les valeurs que l'école de maintien de la paix s'attache aussi à promouvoir et qui nous rappellent que seul le respect des principes humanitaires préservera le sens de notre engagement. Je constate qu'au-delà du renforcement des capacités, cet atelier a également servi de cadre pour le retour d'expérience, notamment par rapport à la gestion des inondations de 2020. Je m'en réjouis et je reste persuadé que les connaissances et expériences acquises au cours de ces 2 semaines de formation vous permettront de contribuer plus efficacement à la gestion de la pandémie du Covid-19 et de vous préparer au mieux pour faire face aux crises, aux catastrophes à venir. L'idée de la formation a germé entre l'ANPC et l'école de maintien de la paix Alioune Beye. Les stagiaires et autres participants ont donc été préparés durant cette phase de renforcement de capacité à faire face avec efficacité aux catastrophes. Nos sincères remerciements pour l'intérêt que vous avez porté au cours de ces 2 semaines et la qualité de vos interventions qui étaient à la hauteur de nos attentes. Vous avez fait preuve d'un savoir-faire remarquable et d'une motivation sans précédent. Nous en sommes honorés. Tout en vous souhaitant bon retour dans vos foyers respectifs, l'école de maintien de la paix, par ma voix, vous invite à être des vecteurs de diffusion des nouvelles connaissances que vous avez apprises. Et je vous félicite que vous êtes actifs dans ce domaine fort important. Comme je l'ai dit, nous ne sommes tous pas épargnés, aussi pas le Bénin. Et votre travail est fort important. Et je me réjouis particulièrement que c'est ce que Madame la directrice de la formation a dit, vous avez suivi avec beaucoup d'enthousiasme et de dévouement le cours. Mes félicitations de mon côté pour avoir bien
disons, supporter tout le cours. Et je vois ici que l'ambiance est très animée et de bonne humeur. Ça veut dire que vous n'avez évidemment pas trop souffert. Les participants ont recommandé une organisation périodique de cette session de simulation sur la GRC, la gestion des risques de catastrophe, pour un suivi, évaluation et pour la pérennité des acquis de la dite formation. Et puis plus d'une dizaine de millions de francs CFA sont allés aux propriétaires terriens en guise de reconnaissance de leur contribution au développement du pays. C'est la deuxième vague d'indemnisation des propriétaires terriens dont les domaines sont engloutis dans le vaste projet du gouvernement dénommé projet touristique de Ouidah et dénommé complexe touristique La Marina. On va voir les détails avec Narcisse Alossé. Ils ont accepté d'abandonner leurs terres pour permettre à leur cité commune Ouidah d'abriter l'un des méga projets touristiques annoncé depuis peu par les gouvernants actuels. Il s'agit du complexe touristique baptisé La Marina. Et en retour, l'État témoigne à ces hommes et femmes sa reconnaissance à travers des chèques d'indemnisation. Chère population impactée par les projets touristiques ici présents, je voudrais à cette occasion solennelle vous dire que votre geste est un geste national, un geste patriotique. Et vous devez en être fiers. Les chèques qui vous seront remis ici ce matin, forcément n'auront pas les mêmes valeurs que les terres que vous avez laissées. Mais je voudrais qu'au-delà de ces chèques, vous voyez que vous avez contribué à bâtir une nation forte et développée. Au total, 5 propriétaires terriens ont défilé devant les objectifs de nos caméras l'instant de cette cérémonie pour plus d'une dizaine de millions de francs CFA de distribuer. Ce groupe de personnes constitue la deuxième vague des personnes à indemniser. La deuxième vague n'est pas la dernière malheureusement parce qu'il se trouve encore des personnes occupant actuellement le site et qui n'auraient pas encore déposé leur dossier. Je voudrais rassurer les uns et les autres pour dire que les autorités ont clairement indiqué qu'il faudrait qu'on accompagne tous ceux qui restent pour qu'ils puissent être normalement indemnisés. L'opération de recensement des personnes affectées par le dit projet reste donc ouverte et les responsables de l'Agence nationale du domaine du foncier se disent disponibles pour enrôler les retardataires. Le projet même prévoit l'érection à Djegbadji, à Vlekete, de l'édifice distinctif de la future offre touristique du Bénin. À Djegbadji, nous envisageons donc le complexe de la Marina, avec un complexe hôtelier. Il y aura également un village artisanal, une promenade du souvenir, un lagon et un bateau du départ qui sera un élément essentiel de notre tourisme mémoriel. Ce projet de la Marina sera donc un bijou dans l'offre touristique que nous sommes en train de bâtir avec vous. Il bénéficie de l'appui d'un partenaire externe, donc la Bank of China, et le constructeur est déjà connu, ce sera Yunnan Construction. À en croire les initiateurs du dit projet, les études sont presque achevées et les travaux démarreront sous peu. Des travaux prévus pour durer 2 à 3 ans et demi. Claude Kamenga, représentant résident de l'UNICEF au Bénin, en fin de mission reçoit tous les honneurs dus à son rang de la part des 3 ministres du gouvernement et en charge de l'éducation nationale. C'est à travers un dîner que les autorités ministérielles ont dit au revoir et exprimé leur reconnaissance aux actions de l'institution internationale au profit des enfants du Bénin. Teddy Goudalo, Narcisse Alossé. C'est un dîner plutôt singulier qu'ont organisé les 3 autres des ministères en charge de l'éducation pour dire au revoir à Claude Kamenga, représentant résident de l'UNICEF au Bénin, en fin de mission. Selon les autorités ministérielles, de septembre 2016 à novembre 2020, l'homme a su impacter et défendre les droits des enfants sur tous les plans. Je voudrais vous dire combien la communauté éducative béninoise est très élogieuse à votre égard. Elle se félicite de votre importante contribution pour la promotion de l'éducation et le rayonnement de notre système éducatif. Monsieur le représentant résident, chef de file des PTF,
Après plusieurs années passées à la tête de l'UNICEF dans notre pays, pendant lesquelles vous avez impacté le secteur de l'éducation, il serait fastidieux de chercher à établir un bilan exhaustif de votre mission au Bénin. Sous l'égide de Claude Kamenga, plusieurs actions sont intervenues au profit du système éducatif béninois. Il s'agit entre autres du renforcement du dialogue social au sein des acteurs du secteur, la coordination des efforts de mobilisation des ressources du partenariat mondial pour l'éducation et bien d'autres actions jugées pertinentes. Nous sommes tous très satisfaits de savoir que 51% d'écoles du Bénin bénéficient d'une cantine scolaire. Je dois dire que je quitte le Bénin avec un sentiment de satisfaction d'être en mesure de dire qu'il y a eu beaucoup de progrès en ce qui concerne l'avancement des droits des enfants ici au Bénin pendant les dernières années. Je voudrais prendre ce moment pour remercier le gouvernement du Bénin pour un environnement et un climat de travail qui nous a permis de nous acquitter de notre mission en toute sérénité. Ce qui est marquant, c'est qu'il dit qu'il va œuvrer à ce que ce qui est semé se renforce. Il a reconnu tous les efforts du gouvernement. Il a reconnu l'identité du Bénin à travers les nombreux chantiers de réforme. Il y a de quoi qu'on s'estime heureux et qu'on se donne encore des efforts pour aller de loin. La collaboration entre les trois ministres de l'enseignement avec la personne de Claude Kamenga s'arrête donc ici. Mais la bonne marche des affaires entre l'UNICEF et le Bénin se poursuit au profit des enfants pour leur épanouissement. Et pendant ce temps, les femmes béninoises, membres de la Fédération internationale des femmes et professionnelles, étaient en assemblée générale ordinaire ce week-end à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre statutaire de leur organisation, occasion et donc saisie par le bureau exécutif pour faire le bilan des actions menées au cours de l'année 2020 et de se projeter sur l'avenir. Les détails de ces travaux avec Anassis Alossé. Le nouveau bureau a été élu à l'Assemblée générale élective de décembre 2019 et nous venons de faire 1 an. Donc il faut que nous venions rendre compte à nos membres de ce que nous avons pu faire tout au long de l'année écoulée. Nous avons fait des programmations. Donc à cause du coronavirus, nous n'avons pas totalement mis en œuvre nos activités. Mais nous avons fait 2 choses très importantes. Nous avons pu organiser la cérémonie de présentation des vœux qui se fait au sein de BPW, que nous appelons la cérémonie des bougies, qui permet à BPW, aux membres BPW de se souhaiter les vœux en début d'année. Donc nous avons eu la chance de réaliser cette activité avant le confinement. Ensuite, cette année 2020 a consacré les 90 ans de BPV International. Et normalement, cet anniversaire devait être célébré à Orlando, aux États-Unis. Et ça allait nous permettre de nous rendre là-bas et de nous réjouir avec nos amis BPV du monde entier. Nous avons pu réaliser également cette activité en fêtant entre nous en août dernier lors du déconfinement. Donc cette année 2021, par la grâce de Dieu, nous prévoyons organiser un dîner de gala pour fêter le 17e anniversaire de notre organisation. Donc les recettes collectées au cours de ce dîner, nous allons faire d'autres levées de fonds pour pouvoir construire un dortoir pour le centre, les filles du centre des aveugles de Segbeya. À l'instant, Raïssa Nadia Voudounon, qui est la présidente en exercice de l'association du réseau BPW Bénin, qui faisait à l'instant le point
des activités menées. On parle maintenant de cet atelier de plan international Bénin qui donc a lancé une formation de 200 jeunes, je vous le disais, en titre de femmes dans les domaines de l'énergie solaire, et les bénéficiaires seront sélectionnés dans les départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. À la fin de leur formation, ces jeunes recevront des kits de maintenance afin de démarrer leur insertion professionnelle. Et bien, le projet est dénommé Chines et il est entièrement financé par Mika Fondation et sera exécuté en partenariat avec l'ONG Bewa. Imet Hélène Mousson. 18 mois pour former dans le domaine de l'énergie solaire 200 jeunes hommes et femmes des départements du Mono, Koufo, du Zou et des Collines. Le projet est dénommé « Construire le futur dans le secteur de l'énergie solaire Shines ». Il s'appuie sur les opportunités d'emploi actuelles du secteur. Sa mise en œuvre va améliorer l'accès à l'emploi et permettre une insertion professionnelle des bénéficiaires. Ce projet est l'aboutissement d'un long processus et réjouit plus d'un, principalement le représentant résident de Plan International Bénin, l'organisation qui porte le projet. C'est vraiment un projet qui permet de relever le défi du développement économique local en ayant les jeunes au centre. Et donc aussi, ça pourrait éventuellement favoriser la création d'emplois ou encore de micro-entreprises dans des services d'installation ou encore même de maintenance en énergie. Cet atelier consacre le lancement du projet. Il a été l'occasion pour les différentes parties prenantes de finaliser les documents du cadre de suivi, ceux relatifs au contrat de performance, au budget, ainsi que le plan détaillé de sa mise en œuvre. Shines va non seulement former les jeunes, mais également les initier à l'entrepreneuriat. Des stages, activités de coaching et de mentorat sont aussi prévus. Le projet prévoit l'appui en équipement aux 200 jeunes qui vont être formés pour leur installation. Et en plus de cela, 100 jeunes seront identifiés pour bénéficier de demi-bourses. Après la formation, les kits qui seront mis à leur disposition vont leur permettre de s'installer et déjà de pouvoir renforcer leur capacité économique. Le projet prévoit également la formation des jeunes sur la méthodologie des groupes d'épargne. Déjà, l'identification des jeunes filles et des jeunes garçons, on doit être très ingénieux en ne mettant pas 100 jeunes dans des petits villages qui sont proches les uns des autres, mais en faisant une pré-répartition de ces jeunes-là sur toutes les zones d'intervention du projet. C'est un projet qui règle premièrement la question d'équité de genre. Aujourd'hui, même pour le gouvernement, il y a question de tout faire pour régler le problème de genre au niveau des métiers qui sont dits d'hommes, notamment les métiers du secteur de l'énergie. Dans ce projet, sur la maintenance et l'installation des panneaux solaires, initié par Plan Bénin, vient à point nommé pour régler un tant soit peu ce problème d'équité de genre. Évalué pour un montant total d'environ 250 millions de francs CFA, le projet est entièrement financé par Mika Foundation. Plan International Bénin, pour sa mise en œuvre, va s'appuyer sur l'ONG Bewa. Les formations prévues à cet effet vont se dérouler dans 4 centres de formation professionnelle. Ces derniers, à l'exception de celui d'Aboumé, vont bénéficier d'appui en équipement adéquat. Et on parle maintenant de cette réunion de commandement du parquet de la République et les officiers de police judiciaire à Cotonou. C'était à la cour d'appel de Cotonou où, avec le procureur général Mario Metonou, et plusieurs sujets ont fait objet d'échanges dont les infractions liées au cas de viol, mais aussi l'atteinte à l'environnement. Nassi Salossé. Les infracteurs. En face du procureur général du tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou et ses substituts, des officiers de police judiciaire des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Ils se sont réunis dans cette salle pour faire le point des actions menées au cours de l'année judiciaire qui s'est achevée. Les échanges se sont accentués sur 3 points essentiels, à savoir l'atteinte à l'environnement, l'infraction des fraudes documentaires et identitaires et les cas de vol. Pour ce qui concerne les cas de vol, s'il est vrai qu'ils n'ont pas totalement disparu dans Cotonou, il faut cependant faire observer 2 choses. La première chose, c'est que cette infraction est réprimée avec de plus en plus d'efficacité.
Les auteurs de ces infractions-là ont de moins en moins de chances de passer à travers les mailles du filet de la justice. Ce chiffre nous dit simplement que vous avez renforcé votre efficacité à lutter contre cette infraction. Et donc, en ce qui concerne cette infraction, l'impunité est de moins en moins garantie. Il faudra maintenir le cap jour après jour pour décourager les récidivistes, souligne le procureur. En ce qui concerne les infractions liées au cadre de vie, Mario Metonou salue les efforts des officiers de police judiciaire qui veillent au grain. Il met également un point d'honneur sur l'implication du ministère du cadre de vie et du développement durable à travers ces initiatives. Il faut souligner le travail formidable qui a été fait par le ministère du cadre de vie. Il faut souligner l'efficacité renforcée dans la collecte des déchets. Mais il faut également souligner la conscience collective que vous avez réussi à impulser. Et désormais, à cause de votre action, à cause des procédures que vous établissez dans le cadre des atteintes à l'environnement, nos concitoyens savent que porter atteinte à l'environnement peut leur valoir des procédures pénales, porter atteinte à l'environnement peut les conduire devant les tribunaux. À cette rencontre, l'incivisme des conducteurs de minibus est également mentionné. Il s'agit essentiellement des taximans qui empruntent le corridor Cotonou-Porto Novo qui, selon le procureur, mettent en difficulté les agents de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. En plus des violations des règles du code de la route, en plus du non-respect des autres usagers, en plus de la surcharge, ils ont pris l'habitude de ne plus obéir aux injonctions des officiers de police judiciaire, des agents de police. Et il y en a qui sont poursuivis actuellement avec mandat de dépôt parce qu'ils ont agressé physiquement des fonctionnaires de police. En ce qui concerne les infractions des fraudes documentaires et identitaires, le procureur de la République appelle à plus de vigilance au niveau du service de l'immigration et de l'immigration. Les agents de sécurité des postes frontaliers de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantine Cotonou sont aussi appelés à une veille rigoureuse. Autre chose maintenant, grâce à la coopération sino-béninoise, 400 000 foyers et démunis de zones rurales ont désormais gratuitement accès à une vingtaine de chaînes de télévision numérique. C'est à travers le projet Accès à la télévision satellite pour 200 villages au Bénin qui est maintenant venu à terme. La cérémonie de remise et de clôture du dit projet a eu lieu vendredi dernier à Vacan, l'un des villages bénéficiaires en présence de l'ambassadeur de la Chine au Bénin. Reportage. Paraphe et échange de documents. Voilà qui marque la remise et la clôture officielle du projet Accès à la télévision satellite dans 200 villages au Bénin. Un projet initié par le gouvernement chinois et lancé depuis l'année dernière avec comme objectif de permettre aux familles des zones rurales d'accéder gratuitement à un signal numérique offrant des images de haute qualité et des programmes riches qui leur ouvrent une fenêtre sur le monde extérieur. Ce projet d'accès aux télévisions satellites à 200 villages fait bénéficier plus de 4000 de familles béninoises et couvrir presque 600 000 habitants. Et ce projet-là fait partie aussi d'un projet général en Afrique. Accès aux télévisions satellites pour 10 000 villages africains. Ça fait partie plutôt des résultats de coopération sino-africaine dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine. Cette cérémonie de remise et de clôture du projet, ici à Vacon, l'un des villages bénéficiaires, a été l'occasion pour les autorités politico-administratives à divers niveaux d'exprimer leur gratitude à la Chine. En prélude à la signature, ce vendredi 20 novembre 2020, de l'acte de remise et de réception du projet, une mission conjointe a été déployée dans un échantillon représentatif des localités ciblées en vue de constater l'effectivité de l'installation des équipements, de recenser les difficultés éventuelles et d'écouter les doléances des bénéficiaires. Cette mission a été menée conformément aux engagements pris par nos deux pays. Il ressort du rapport qui nous a été soumis à l'issue de cette mission
que le projet Accès à la télévision par satellite pour 200 villages du Bénin est une réalité dans les localités ciblées. Je saisis donc cette occasion pour exprimer ma gratitude au président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Xi Jinping, et au président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, pour leur convergence de vision pour la réalisation de ce projet. En venant à Vacon, l'ambassadeur de Chine n'est pas venu les mains vides. Il a offert un important lot de kits scolaires aux apprenants de l'école primaire publique de Vacon, ainsi que 2000 masques et 80 flacons de gel hydroalcoolique à la mairie d'Apromisriti. De 2000 à 2020, cela fait exactement 20 ans déjà que la 33e promotion des sages-femmes d'État du Bénin est au charbon. 20 ans après, elle se retrouve déjà pour bénir le Seigneur qui a permis de faire beaucoup de réalisations. Eh bien, les femmes se sont retrouvées pour célébrer une Eucharistie qui a été dite à l'occasion au Chant d'Oiseaux de Cotonou avant les festivités proprement dites. Sage-femme, sage réellement et belle à la fois. Ce 20 novembre était l'occasion pour s'en convaincre. La promotion 2000 des sages-femmes du Bénin avait à marquer un arrêt après 2 décennies passées au service de la mère et de l'enfant, déjà pour rendre grâce à Dieu et placer sous sa guidance le restant du chemin. Pour tous les agents de santé et spécialement les sages-femmes de la promotion 2000 qui te confient leur vie, leurs besoins et leur carrière, Dieu d'amour, écoute-nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes peut-être pas croyante de la même manière, avec les mêmes sensibilités, mais si l'homme vit en ayant la crainte de quelqu'un de plus grand, et pour nous croyons en ayant la crainte de Dieu, il vit différemment les choses. Et voilà pourquoi je voudrais vous inviter à être attentifs dans votre métier, à craindre le Seigneur quand vous agissez, quand vous parlez, quand vous touchez. Et quand on craint le Seigneur, on honore dans les personnes que l'on soigne, que l'on accueille. Et ça change le rapport aux personnes. Ça veut dire qu'on ne parle pas n'importe comment. On ne les insulte pas. Les sages-femmes ne disent pas quand la femme gémit parce que c'est douloureux d'accoucher. La femme peut aller dans la zone de là. Mais oui, la zone de bon, c'est dur d'accoucher. Jour de prière, jour de fête. L'ensemble de la promotion s'est donné rendez-vous pour d'agréables moments de communion et de partage en souvenir du bon vieux temps, sous le regard ému et plein de fierté de leur monitrice. En effet, nous sommes une promotion spéciale nommée Hubert Koutukou Maga, qui a vu le jour en juillet 2020, après 3 ans de dur labeur, bravant vents et marées. Nous avons encore souvenir de la nostalgie de ces anciens temps passés ensemble où nous étions toutes à fleur de l'âge, se taquinant dans les couloirs, des dortoirs, les salles de classe, sur les lieux de stage et de garde. Nous avons aussi souvenir de ces précieux moments où les stress devenaient grandissants, surtout quand il s'agissait d'affronter les épreuves partielles et des devoirs. Nous prions le Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, de faire en sorte que nos 30 ans d'anniversaire, qu'aucune d'entre nous ne manque à l'appel. Cette fois, un homme manquait à l'appel. De 47 au départ, elle n'était plus que 46. L'une d'elles, Mireille Yaroumaï Miré, leur ayant fait compagnie à la fleur de l'âge, ses sœurs de profession se sont souvenues d'elle en cette circonstance émouvante à laquelle étaient présents son veuf et ses orphelins.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Pour le reste de l'actualité, visitez nos canaux digitaux, Canal 3 Bénin Mobile via votre smartphone, mais aussi canal3télévision.com. À demain.